Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout, merci pour vos messages. Vous nous avez appelé du Lualaba, vous nous avez appelé de Makiso, vous nous avez appelé de Beni, Butembo, vous nous avez appelé de Bukavu, Walungu, vous nous avez appelé de l'Équateur. Merci pour vos appels et vos encouragements à votre magazine Deadline. Pour ce soir, nous sommes heureux de recevoir pour vous une candidate députée nationale et provinciale. Elle est médecin de profession, mais elle veut se lancer en politique pour aider plus, aider mieux. Et je veux vous la présenter. Bonsoir, docteur Janine Kimboko. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre plateau de Deadline. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Vous êtes familier de notre programme Genre et Volontariat. Absolument. Et cette fois-ci, vous revenez avec une nouvelle casquette. Docteur Janine Kimboko, candidat député national et provincial, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs, hormis cette casquette que vous avez de médecin? Oui, merci beaucoup, monsieur Symphorien. Je suis le docteur Kimboko Mpesi Janine, marié au professeur Asiadimbou Florentin, qui est doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'UPEN. Je suis mère de 3 garçons. Je suis ancienne du lycée Motema Mpiko de Kasavubu et ancienne de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, spécialiste en santé publique de l'école de santé publique de Kinshasa, diplômée en syndrome drépanocytaire majeur de l'université Paris-Est de Créteil en France et formatrice en prise en charge des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre du CDC PEPFAR CICIDA, coordonnatrice de l'ONG Aide aux enfants en situation difficile et médecin superviseur du centre de santé Maranatha médical de cette ONG. Et je suis une chrétienne engagée. Je suis ancienne monitrice de l'école du dimanche et ancienne secrétaire de la jeunesse de la paroisse satellite de Yolo de la PPUKIN. Actuellement, je suis une membre active de l'Assemblée évangélique La Réconciliation à Yolo. Voilà. Docteur Janine, vous avez un CV acceptable, convenable. Vous travaillez déjà avec la communauté. Vous êtes impliqué dans la communauté parce que vous avez même une ONG. Mais pourquoi ce saut dans la politique? En fait, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment dans mes ambitions de me lancer dans la politique parce que j'ai toujours été dans le social, hormis ma casquette de médecin. Cet aspect du social remonte à plus d'une vingtaine d'années où je suis là dans l'encadrement de l'enfance défavorisée, surtout les enfants dits enfants de la rue. Donc depuis 1999 que je suis dans ce genre d'activité sociale, dans l'éducation, l'instruction, la réinsertion socio-professionnelle et familiale des enfants en rupture familiale. Alors, lorsque j'ai été sollicitée, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas élargir ma vision, élargir mes activités et l'étendre à toute la communauté. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ces enfants dits de la rue qui sont en difficulté. Mais dans notre entourage, nous avons aussi des enfants en difficulté et pourtant qui vivent dans leur famille. C'est vrai que de façon minimale, je le fais aussi dans ma communauté, c'est-à-dire là où je vis. Je pense que le jour où vous aurez l'occasion de faire passer le micro-baladeur, ils vous le diront, que cette maman ou ce couple ne cesse de nous apporter un appui tant soit peu important par rapport aux besoins qui se présentent à eux par rapport aux besoins de la communauté. Donc c'est quelque chose qui est déjà ancré en moi. Ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, le social, mais j'ai pensé que ça valait la peine et qu'il était temps aussi que je m'engage aussi pour ma nation. Docteur Janine, vous habitez Yolo, hein? Vous habitez Yolo, vous êtes candidat au provincial là
dans la commune de Kalamou et au niveau national, vous êtes candidat à la FUNA. Est-ce que vous avez un passé politique? Étiez-vous déjà membre d'un parti politique? Non, non, non. C'est vraiment, comme je l'ai dit, je suis plus médecin et une actrice sociale. Donc, je suis plus dans mes activités au niveau de mon ONG par rapport à mes activités. Donc là, c'était un peu une surprise d'ailleurs que j'ai été remarquée par cette plateforme. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup suivi à la télé par rapport à mes interventions sur la drépanocytose. Vous voyez, c'est vraiment mon dada, faire des plaidoyers pour la prise en charge des enfants drépanocytaires chez nous dans le pays. Et je pense que c'est grâce à ces différentes interventions qu'ils se sont retrouvés face à une femme qui avait quand même une sensibilité par rapport à sa communauté, une sensibilité par rapport aux semblables, à ceux qui vivent tout autour d'elle. Et je crois que c'est l'un des éléments qui a joué en ma faveur pour être sollicité pour ces législatives futures ici. Docteur, vous aviez dit que vous avez été observé par une plateforme politique. Est-ce qu'on peut connaître le nom? Oui, c'est la Force paysanne pour le développement et la démocratie. Eux, ils sont plus axés sur l'autonomie alimentaire et paysanne. Donc, le développement des forces manuelles, encourager les gens à l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça vraiment qui m'a touchée parce que ça va pratiquement de pair avec ce que je fais. Autonomiser les personnes. C'est vrai, moi, je suis plus axée sur l'éducation, l'instruction, mais je pense qu'il faut aussi aller plus loin dans la force paysanne pour permettre à la population de s'autosuffire de point de vue alimentaire. Il faut une instruction, il faut un bon papier pour la jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain, mais il faut aussi travailler avec nos mamans qui sont déjà axées sur le travail de la terre. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose de très capital et c'est ça qui m'a beaucoup attiré par rapport à cette plateforme. Docteur, vous avez été observé par cette plateforme. Vous avez adhéré à la plateforme. C'est vrai, vous n'avez pas un vécu politique, mais vous avez un vécu d'actrice sociale parce que la réponse politique a comme finalité l'action sociale sur terrain. Voilà. Premier niveau du combat d'un candidat député. Est-ce que votre mari, vous venez de le dire, il est scientifique, professeur d'université, vous étiez dans votre petit coin, petit monde déontologie, professeur, époux professeur d'université, madame, épouse, elle est médecin, déontologie, mais cette agitation, ce changement radical que je peux dire, est-ce que votre époux a accepté le fait que vous puissiez vous porter candidate, en voyant tout ce parcours qu'il y a dans l'égalité du genre, l'accès de la femme au regroupement politique, l'accès de la femme à être candidat, à prétendre à gérer aussi ce pays. Est-ce que c'était facile déjà, ce premier round avec votre mari? Oui, merci. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'il faut dire que ce n'était pas facile. C'est vrai, vous avez dit, il est professeur d'université et moi-même je suis médecin, donc ce n'était pas d'emblée qu'il pouvait comprendre que bon, son épouse se lance dans ce parcours politique. Donc il a fallu un bon moment pour le convaincre et surtout qu'il adhère à cette pensée. Je pense que le fait que nous soyons tous les deux acteurs sociaux, nous encourageons l'instruction, nous encourageons l'éducation, nous encourageons l'autonomisation. Je pense qu'il a été vraiment ensuite convaincu que ça valait la peine, que moi, en tant que femme, je puisse aussi me lancer à une échelle plus large, sur le travail, cette activité sociale. Vous savez, nous les femmes, nous avons cette difficulté parce qu'il y a l'éducation des enfants, leur protection, il y a le foyer qu'il faut gérer,
j'ai déjà un métier qui me prend aussi beaucoup de temps. Alors imaginez le temps que ça va aussi me prendre par rapport à cette activité politique. Donc c'est vrai qu'il a étudié tous ses contours. Mais après un bon moment, je pense qu'aujourd'hui, il est le meilleur héros dans l'ombre par rapport à cette activité. Il m'encourage dans ce que je fais. Et je pense que grâce à son appui, je pourrais bien mener à bien ce projet que j'ai commencé avec cette plateforme. En tant qu'habitante de Yolo, dans la commune de Kalamou, quel est le message que vous pouvez porter aux hommes, aux époux, à tous ces maris qui voient d'un mauvais œil la femme faire la politique? Quel est le message que vous pouvez les apporter? En tout cas, j'aimerais qu'ils ne puissent pas craindre. C'est vrai qu'ils ont peut-être une certaine image de la femme politique. Ça, c'est peut-être légitime, c'est le passé. Mais je pense qu'avec la nouvelle classe de femmes politiques, des femmes réfléchies, des femmes qui ont étudié, des femmes qui sont stables dans leur foyer, et surtout avec leur accompagnement, je pense que nous pourrons faire des grandes choses pour notre nation. Pour nos communautés d'abord, parce qu'il faut partir de la base, hein, et puis pour notre nation. Pourquoi je le dis? C'est pas facile de combiner le tout à la fois. Déjà, il y a la maternité. Il faut aller... Pendant que j'étudiais, je me suis mariée étudiante. Vous voyez que c'est pas facile. Et au même moment, je tombe enceinte, je vais à la maternité, je vais accoucher, j'ai les examens qui m'attendent, j'ai mon mari qui m'attend. Vous voyez un peu tout ce parcours, c'est quand même exemplaire. Ce n'est pas facile. Les femmes, nous sommes des femmes fortes, celles qui sont parvenues à combiner le tout et à maintenir un certain équilibre dans leur foyer, un certain équilibre pour l'éducation de leurs enfants. C'est vrai qu'il fallait les laisser parfois à une tantine, à une bonne, le temps d'aller au cours. Et ensuite, plus tard, lorsque je suis entrée dans le milieu professionnel, aller au travail, faire les gardes. Je suis médecin, faire des gardes. Vous imaginez, vous laissez votre enfant de 4 mois, 6 mois, un bébé nouveau-né à la maison, vous devez courir rapidement à l'hôpital et tout revenir. Donc, c'est un élément important qui a aussi joué en ma faveur par rapport à mon couple pour qu'il accepte enfin que bon, je puisse me lancer à une grande échelle. Donc, pour les hommes qui ont des femmes de valeur, des femmes instruites, qui ont un background acceptable, pourquoi ne pas les encourager à faire un plus? Nous avons besoin d'une masse critique de femmes instruites, des femmes courageuses, des femmes valeureuses dans la politique pour faire aussi basculer la tendance. Vous voyez? Il n'y a pas suffisamment de femmes impliquées. Alors les quelques femmes qui sont là ont leurs voix qui sont noyées. Alors nous voulons ajouter un nombre solide de femmes parce que nous avons une autre vision, une autre sensibilité par rapport à la communauté, par rapport à la vie publique et politique. Et je pense que cette sensibilité que nous allons ajouter au cours de ces législatives, au cours de ce parcours politique, va aider aussi notre nation, notre pays à évoluer. Et pourquoi pas remonter aussi le niveau tant décrié de notre pays. Pour ces femmes qui hésitent, qui sont dans votre commune, elles ont la carrure, elles ont cette compétence, mais elles hésitent à s'élancer. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message pour qu'elles puissent aussi rejoindre ces femmes qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour leur foyer, leurs enfants, pour leur communauté? Bon, c'est vrai que toutes n'ont peut-être pas eu la possibilité d'adhérer ou de postuler dans un regroupement, une plateforme, ou même en tant qu'indépendant, peut-être vu le montant demandé et tout. Mais au moins, le message que je leur donne, c'est de se décider à voter. Que les femmes, cette fois-ci aussi, se décident à voter. Quel que soit leur choix, quelle que soit leur tendance. Mais nous voulons qu'elles votent utile. Nous voulons qu'elles votent pour un meilleur avenir de leurs enfants. Nous, les femmes, nous pleurons. Nous passons notre temps à pleurer. Nous avons nos enfants que nous éduquons, qui vont à l'école, qui ont des diplômes, mais qui chôment à la maison. Il est temps, il est grand temps que nous puissions nous impliquer. Il est grand temps que nous puissions aider à changer cette tendance, à décider avec les hommes. Aider les hommes à mieux décider, en fait, pour l'avenir de notre nation. Nous voulons vraiment que cette fois-ci, que le nombre de femmes
votantes soit si pas égale, au moins supérieure au nombre d'hommes. Déjà, tenez, au niveau provincial, ça c'est par rapport aux listes provisoires, je ne vais pas donner les détails. Pour la commune de Kalamou, sur 87 retenues du point de vue provisoire, il n'y a que 17 femmes. Vous voyez un peu? Il y a 2 sièges, il n'y a que 17 femmes. C'est le quart des femmes. Mais je pense que même avec ce nombre, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors j'encourage vraiment les femmes de ne pas avoir peur. Si nous parvenons à gérer nos foyers, si nous parvenons à maintenir l'équilibre dans nos foyers, pourquoi ne pas élargir la vision et élargir cela dans notre communauté, dans notre pays? Je pense que nous pouvons le faire. Mais j'encourage les femmes à aller voter et à aller voter massivement. Très bien dit, docteur Janine. Nous avançons. Nous commençons avec votre commune. Nous descendons encore plus bas. Nous arrivons à la commune. Nous descendons encore plus bas pour arriver à Yolo. Est-ce que connaissez-vous réellement Yolo? Que pouvez-vous nous dire de Yolo? Oui, moi je suis de Yolo, je vous l'ai dit. Ma parcelle familiale est à Yolo. J'ai grandi à Yolo. C'est vrai, pour les études, je suis allée au lycée Motema Mpiko, à Monseigneur Moquet, au Lupio, et puis à l'université de Kinshasa. Mais mon siège, c'est Yolo. Je me suis mariée à Yolo et j'habite Yolo. J'ai implanté l'ONG à Yolo, le centre de santé dont je suis superviseur à Yolo. Et du point de vue professionnel, à large échelle, je travaille à Yolo. Donc je suis un produit de Yolo. C'est vrai que les gens ont cette image de Yolo avec Capella, les bars et tout, les Kuluna et tout. Mais il y a aussi beaucoup de choses de bon qui peuvent sortir de Yolo. J'ai plein de confrères médecins qui habitent Yolo. Ils éduquent leurs enfants à Yolo. Donc il ne faut pas qu'on ait simplement cette image négative de Yolo. Il y a aussi des bonnes personnes. C'est vrai que c'est la souffrance, l'économie du pays qui peut-être fait que beaucoup de parents fonctionnaires, des parents fonctionnaires de Yolo, malheureusement, ont failli à leur mission par rapport à l'éducation de leurs enfants. Parce que là, vous retrouvez le Kuluna. Oui, c'est cette image-là, malheureusement, qu'on a de Yolo. Mais il n'y a pas que cela à Yolo. En tant que maire, quand vous prenez un phénomène tel que Oudjana, comment vous le décrivez à Yolo, à Kalamou? C'est vraiment un phénomène malheureux. Et je pense que nous avons le devoir, nous en tant que maire, de conscientiser cette jeunesse. C'est vrai, pour le moment, ils ne peuvent pas nous écouter. Ils vous diront, bon, comment je vais vivre? À la maison, papa n'a rien, maman se débrouille pour nous nourrir. Moi, j'ai besoin de m'habiller. Mais si nous pouvons nous battre pour rescolariser ces filles, leur donner un espoir pour l'avenir, c'est-à-dire avoir un papier pour leur permettre de s'autonomiser, apprendre un métier pour celles qui malheureusement ne pourront plus faire le cycle normal, mais au moins les amener, les introduire dans des écoles professionnelles pour qu'elles puissent s'autonomiser, apprendre la couture, l'esthétique, la coiffure et tout. Pourquoi ne pas les aider dans cela, dans ce qu'elles peuvent mettre à profit pour elles-mêmes, pour celles qui ont des enfants, celles qui sont filles-mères pour leurs enfants, mais aussi pour leur foyer. Parce qu'elles ont des frères et sœurs aussi, peut-être qu'elles voudraient les aider, mais elles ne savent pas comment le faire, alors elles s'expriment mal. Et elles s'expriment par ce phénomène Oudjana. Mais je pense que si, à l'avenir, notre nation peut penser à ces filles, les encadrer, les regrouper, savoir ce qu'elles veulent exactement pour leur avenir. Parce qu'elles ne finiront pas que dans cette affaire d'Oudjana. Demain, elles auront 25 ans, 30 ans, 40 ans, mais elles ne pourront pas continuer dans ce métier. Elles auront 60 ans. Qu'auront-elles fait de leur passé? C'est vrai, c'est un moment, un passage malheureux, mais je pense que nous pouvons recadrer ces filles et nous pouvons les aider. Et je pense qu'avec l'amour d'une mère, le regard d'une mère, on ne doit pas les rejeter. Parce que c'est ce phénomène de rejet qui les pousse justement, cette hostilité que nous, les femmes, nous avons envers elles. C'est vrai, nous avons peur pour nos foyers, hein, il ne faut pas le cacher. Parce que ces filles se baladent à l'air libre comme ça, mal habillées. Mais si nous pouvons, au-delà de cela,
voir comment les regrouper, les aider, aller vers elles, leur demander ce qu'elles veulent exactement. Et si nous avons les moyens de le faire, il faut avoir les moyens de le faire. Je suis professionnelle et tout, je n'ai pas suffisamment de moyens pour prendre en charge toutes les filles. Mais si, avec les moyens que j'aurai, si déjà avec le peu que j'ai, je le fais. Parce que je m'occupe des filles mères. Je les ai regroupées. Elles sont à Massina. Elles sont logées, nourries, scolarisées. Donc ce groupe de filles, c'est vrai, elles sont une trentaine. Je le fais déjà. Mais pourquoi ne pas élargir cette vision? Vous voyez? Si j'ai pu recadrer une trentaine de filles, ça signifie que je peux le faire aussi à grande échelle, pourvu que l'occasion me soit donnée de le faire à grande échelle. Nous avons une grande vision pour notre communauté. Nous voulons que nos jeunes gens aillent à l'école. Ils sont Kuluna, mais ils ont aussi des ambitions. C'est vrai qu'ils le font sous l'effet de l'alcool forte ou du chanvre. C'est vrai qu'ils le font sous... Mais lorsque vous les recadrez, lorsque vous les approchez, ce sont des gens qui réfléchissent quand même et qui ont envie quand même de faire quelque chose pour les leurs. Et je pense que nous pouvons arriver à les aider. Docteur Janine, vos actions sont vraiment axées dans le socio-humanitaire, cette approche. Mais pourquoi pas seulement rester au niveau provincial, mais vous vous étendez encore à la FUNA, qui est à un niveau national? Vous savez, Symphorien, c'est vrai que ce n'est pas que l'affaire de Kalam, ce phénomène Ujana, ce phénomène Kuluna. Ouais, donc c'est à travers notre ville. Et je pense que si nous menons une action assez large et que nous avons une masse critique des gens qui sont instruits, des gens qui acceptent qu'on leur accorde cette éducation correcte, ce phénomène va diminuer. Il faut commencer, c'est vrai, à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est biblique. Je vais commencer par ma communauté, mais il faut aller de proche en proche et étendre l'activité pour que cela se fasse partout. Nous voulons donner une autre image de notre communauté. Mais on commence chez soi, c'est vrai, c'est pas égoïste. Parce qu'il faut avoir un noyau et ce noyau doit rayonner. Donc vous devez être exemplaire chez vous avant d'aller chez les autres. Mais chez les autres, c'est aussi chez moi. Funa, c'est aussi chez moi. Donc j'ai le droit d'aller partout et aider aussi les autres là où ils se trouvent. Il n'y a pas qu'à Kalam où il y a une maman qui est en détresse parce que sa fille est dans le phénomène Ujana. Il n'y a pas qu'à Kassavubu, à Bandal, Selembao. Selembao aussi, c'est chez moi. J'ai de la famille à Selembao. J'ai de la famille à Makala. J'ai de la famille à Ngiringiri, Bumbu. Ils sont partout. Mais pourquoi je ne peux pas étendre cela aussi là où ils se trouvent? Et ma famille ne vit pas seule. Ils vivent dans une communauté. Alors pourquoi ne pas étendre justement cela? Je ne vais pas me limiter à mon noyau. Je vais aller aussi ailleurs, implanter, créer, ouvrir les activités que nous faisons déjà en temps normal. Le message en tant que candidat député national et provincial, quel est votre message? Parce que nous voyons déjà l'action sociale, priorité de priorité. Est-ce que pour vous, le fait de vous lancer en politique, c'est avoir cette capacité d'atteindre la personne en situation de vulnérabilité plus facilement, ou vous voulez être ce pont entre les décideurs et la communauté et les décideurs? Oui, en fait, le rôle d'un député, que ce soit au niveau provincial ou national, c'est ça justement, d'être le pont entre la communauté et les décideurs. Qu'est-ce que la communauté veut? Il faut être à l'écoute et ensuite amener cela vers les décideurs. C'est vrai qu'au niveau des décideurs, il y aura des compromis. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il n'y aura pas que Kalamou, il n'y aura pas que Funa. Donc, il faut des compromis, mais des compromis de manière équitable. Il faut que la communauté se retrouve. Et ils doivent se retrouver grâce aux personnes qu'ils auront élues. Et c'est ça notre travail. Le député, ce n'est pas lui qui va construire des ponts, des routes, mais il peut contribuer à cela à travers son intervention auprès des décideurs, auprès de ceux qui ont la capacité de le faire. Ils doivent marteler, ils doivent faire des plaidoyers jusqu'à se faire entendre. Nous ne devons pas baisser les bras.
Ce n'est pas facile dans le contexte actuel, mais nous pensons qu'avec le renouvellement de la classe politique, cela pourrait être possible. Et surtout, avec un nombre critique de femmes, nous encourageons les femmes. Les femmes, nous avons cette sensibilité. C'est vrai, on nous dit que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, mais déjà le fait de voir le bout de son nez, c'est beaucoup. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe autour de moi et je le décris. Alors, c'est ça le travail que nous voulons faire pour notre communauté. Être un pont, un canal d'information entre notre communauté, la base, parce qu'il faut partir de la base et l'amener au sommet, pour aider justement ce sommet à bien évoluer. Mais si nous ne savons pas ce qui se passe, nous allons décider pour eux, peut-être pour des choses pour lesquelles ils ne se sentiront pas intéressés, et ils vont saboter. Vous voyez, il faut savoir ce que le brainstorming doit partir de la base. Ils vont vous dire, voilà, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons de l'eau, l'électricité, la scolarité, les soins médicaux gratuits. Vous allez prendre tous ces éléments et de la trier et prioriser. Il faut prioriser les besoins. Et rentrer vers la communauté, leur expliquer, voilà, par rapport à ce que vous avez demandé ou souhaité, voilà, voilà, voilà. Êtes-vous d'accord que nous puissions aller par ce cheminement-là? Vous savez que si vous parvenez à avoir leur adhésion à cette vision-là, je pense qu'ils vont vous porter justement pour que ces décideurs-là agissent. Mais ne pouvez pas décider de vous-même. Bon, moi je pense que pour ma communauté, il leur faut ceci. Mais ce n'est peut-être pas leur vision. Alors, il faut rentrer toujours vers la base et remonter. Et je pense qu'en créant ce pont, nous aiderons ceux qui seront au sommet, à la place des décideurs, à faire ce qui est convenable pour leur communauté et surtout pour la nation tout entière. Parce que cela ne se fera pas qu'à Kalamou, ne se fera pas qu'à Funa, mais cela va s'étendre aussi auprès des autres. Parce que je le dis, il y aura des compromis, mais des compromis justes. Et je pense que nous avons le devoir de travailler aussi là-dessus. Docteur Janine, vous l'avez avoué que vous vous lancez dans le grand bain. À Kalam, où il y a 2 voix, pour deux sièges pour le provincial. Et au niveau national, à la FUNA, il y en a 12. Hein. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déjà une bataille perdue? Quels sont les moyens de votre politique? Quelle est la stratégie? Moi, je pense que lorsque nous sommes à la ligne de départ, on peut être à 1000, hein, mais à l'arrivée, il y a toujours un vainqueur. Quel que soit le nombre au départ, il faut se lancer. Mais si tu ne te lances pas, si on ne se lance pas, comment on saura si oui ou non on est capable d'arriver jusqu'à la ligne, d'arrivée? Et combien même certains tomberont en chemin, mais on doit persévérer. Et puis, Monsieur Symphorien, je n'ai pas commencé mes activités avec la députation. J'ai toujours travaillé pour ma communauté et je continuerai à le faire. Je suis médecin. Oui, député ou pas, je fais mon travail. J'ai un background, j'ai un CV à mon actif. Combien peuvent le dire? Il ne faut pas attendre le moment de la députation et toutes des élections pour commencer à faire quelque chose. C'est vrai, peut-être nous le faisions dans l'ombre. Et bon, par la voie des faits, on est maintenant obligé de sortir de l'ombre et dire ce que nous faisons ou faisions. Donc, en fait, c'est ça aussi ce à quoi la population doit être attentive. Voter utile. Cette personne que vous allez choisir, qu'a-t-elle fait de son passé? Qu'a-t-elle fait pour vous? C'est vrai, vous allez attendre les polos, les 2000 francs, les ceci à boire, à manger. Bon, c'est bien. C'est vrai, c'est le social aussi. Mais voyez plus loin. Hein? Voyez plus loin, au-delà de ces éléments-là. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour vous? Ce n'est pas que des promesses. Non, n'endormons pas la population avec des promesses. Non. Que fais-tu déjà que tu penses pouvoir continuer à faire, mais à plus grande échelle? Nous ne devons pas bercer les gens avec des promesses, mais nous devons être actifs sur terrain. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est un message important à laquelle la communauté doit être attentive. Et même moi qui vais voter, c'est vrai, peut-être que je voterai pour moi-même, mais
c'est vrai que si je n'étais pas candidate, j'allais aussi voir le parcours de la personne à qui je vais accorder ma voix. Comment est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait déjà dans le social et tout? Comment il vit sa vie privée aussi? Parce que nous ne voulons pas non plus accepter des gens qui, du point de vue privé aussi, n'ont pas une probité morale. Donc il faut aussi tenir compte de cela. La probité morale, c'est aussi un élément important parce que c'est cela que nous aurons à amener lorsque nous allons nous retrouver en haut lieu. Il faut une probité morale. En ouvrant cette brèche par rapport à la probité morale, donc vous donnez votre... Donc, vous épinglez la qualité de la personne. Donc, la personne doit avoir des valeurs. Oui, oui, absolument. C'est vrai que je ne vais pas dire que tout le monde doit être chrétien, mais au moins une foi qui vous permet de vivre dans l'intégrité, que votre foi vous permette de vivre dans l'intégrité par ces temps qui courent. Les temps sont très difficiles, je l'avoue, les temps sont très difficiles. Il est très difficile à une personne de résister à tous ces courants qui se présentent. Mais au moins, qu'il y ait au moins une personne qui puisse témoigner en votre faveur. Une personne qui puisse dire non, 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 hormis tel point, tel point, tel point, cette personne-là a au moins une valeur. Cette personne, nous pouvons lui faire confiance. Donc tout ça aussi doit faire... Mais la politique est faite de compromis. Hein. Il n'y a pas que la probité morale. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Hormis tel, mais au moins par rapport à tel aspect, nous pensons que cette personne peut faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des compromis. Je le concède, les temps sont très durs. Il faut le savoir, les temps sont très durs. Alors, c'est cette concession-là. Les gens doivent voir, bon, il a telle qualité, tel défaut. On pèse. Qu'est-ce qui est un peu plus lourd sur la balance? C'est les qualités, ce sont les défauts. Et hormis ces défauts, est-ce que nous pouvons quand même prendre cette personne? Est-ce que cette personne peut faire quelque chose pour nous? Donc, en fait, c'est tout ça qui englobe les élections. C'est tout ça qui englobe le choix par rapport à l'avenir de notre pays. Nous voulons aider les décideurs, mais il faut bien le faire. Nous voulons apporter un plus à la décision de notre nation, mais faisons-le aussi convenablement, tant que cela est à la portée de notre vouloir. Faisons-le. Je pense que nous pouvons y arriver. Docteur Janine, nous avons décrit les phénomènes Kuluna, les phénomènes Iujana, mais il y a un autre phénomène. Je ne sais pas quel est le regard que vous avez par rapport à ce phénomène. La monétisation des deuils par les députés. Il y a les deuils, les gens sont en train de pleurer, mais vous voyez des députés en train de venir. Vous avez Polo, vous avez Sucré. Est-ce que ce n'est pas acheter la conscience de ceux qui pleurent? Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, oui. Je l'ai dit au début, il faut voir le parcours de la personne. Est-ce qu'avant... Vous venez dans un deuil? Oui, oui. Est-ce qu'avant, il venait dans les deuils? Non, est-ce qu'avant, déjà, il assistait ses voisins et tout sur son avenue ou dans le quartier ou même en dehors du quartier? Hein? Est-ce qu'avant, il le faisait déjà pour que maintenant, ça soit amplifié? Il faut voir le parcours de la personne, du candidat. Est-ce que quelqu'un dans le quartier peut témoigner que non, oui, cette femme ou ce monsieur, à l'époque, j'avais eu tel problème, il m'avait assisté et tout. C'est vrai que maintenant, on utilise les médias parce qu'il faut montrer les actions sociales que nous faisons. Mais est-ce que dans l'ombre, est-ce que hors caméra, il y a des gens qui peuvent témoigner en votre faveur par rapport à ce que vous faites là maintenant? Hein? Est-ce qu'il a-t-il un CV de bonne foi? Voilà, de bonne foi dans sa communauté. Est-ce que sur son avenue, oui. Un enfant qui a un problème de scolarité, il est à même d'ajouter le 30 $ et tout, sans qu'une caméra vienne filmer? Est-ce qu'une maman qui a un problème de santé, bon, évidemment, je parle santé, hein? Oui. Est-ce qu'un parent, quelqu'un qui a un problème de santé dans sa communauté, est-ce qu'il est de sang que demain, il amène une caméra pour montrer, voilà, j'ai remis 50 $ à quelqu'un pour les soins? Il y a certains candidats députés qui achètent même le droit d'assister dans des remises des trophées, des remises des brevets pour faire passer leur message. Donc, même dans les écoles maternelles, ils partent. Non, au moins que je puisse parler aux parents.
Au moins que je puisse parler aux parents. Est-ce que c'est des bonnes idées? Moi, j'ai mon école. Donc, je ne sais pas si ce que je fais chez moi à l'école, parce que j'ai une école maternelle, primaire. Vous sensibilisez les gens à voter pour vous. Mais, malheureusement, non, je ne le fais même pas parce que c'est moi, c'est mon école. Et puis, je ne sensibilise même pas, c'est curieux. Parce que je suis promotrice aussi d'une école. Une école cycle primaire, maternelle, primaire et secondaire. Mais je me dis, mais c'est mon travail. Pourquoi je dois commencer, caméra à l'appui, à dire aux parents, il faut... Mais non, fais ton travail comme tu as l'habitude de le faire. Si un parent estime qu'il doit voter pour toi, il le fera, même si tu ne lui dis pas. Mais pourquoi il faut maintenant, comme vous dites, aller acheter les remises de diplômes dans les écoles? C'est vrai. Participer, il y a des brevets que l'on donne, une école de formation. Vous bon, peut-être les gens parlent de visibilité et tout, mais est-ce que donc dans vous cherchez le passé, des visibilités partout, même dans les deux. Ceux qui ont eu qui ont eu à exercer ou à le faire, est-ce que pendant les 6 années passées, ils le faisaient chaque année, chaque rentrée scolaire, chaque, je sais pas, remise de diplôme, ils étaient là dans ces mêmes écoles. Est-ce qu'on peut avoir des images? Bon. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut nécessairement avoir des images. Donc, c'est un peu tout ça. Nous voulons que les gens restent naturels. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire, que vous continuez à faire, ou que vous voulez amplifier à faire? Qu'est-ce que votre vie, votre parcours a d'extra? Qu'au moins une personne, non, cette personne-là, oui, on la connaît, dans notre communauté, ah non, elle fait déjà beaucoup. Ah non, c'est ça en fait que nous voulons. Nous voulons des gens qui vivent au naturel leur bonté, qui vivent au naturel leur vie sociale. Parce que imaginez, aujourd'hui, c'est comme un oiseau, il vient, il picore sur des graines, et puis dès qu'il a ce qu'il veut, paf, il s'envole, il part et il ne reviendra plus parce qu'il n'y a plus de graines à picorer. Mais si quelqu'un dans votre communauté, il vit avec vous, il est au quotidien avec vous, il vit ce que vous vivez et aide tant soit peu, pourquoi ne pas avoir un regard vers cette personne-là? Je pense que c'est ça qui est le message important pour ceux qui veulent voter utile, qui veulent aussi s'engager utilement pour leur communauté. Serez-vous cet oiseau qui viendra picorer et puis vous en allez et puis ne plus revenir? Ou bien vous allez être une mère poule avec les vôtres, les voir grandir, les nourrir, les voir grandir, et ensuite les pousser à être autonomes. Donc, le grand mot, le grand message, voter utile. Accompagner ceux qui vous ont toujours accompagné dans la société. C'est très important. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut être avec eux. C'est vrai que parfois, on peut se dire que le parcours peut peut-être vous éloigner. Mais cela ne doit pas être pendant un long moment. Les obligations peuvent vous éloigner, mais vous devez vous ressourcer à tout moment. Vous ressourcer à tout moment. Il faut se ressourcer à tout moment auprès des siens. Je crois que c'est très important. Docteur Janine, un dernier message par rapport à ce numéro du magazine Deadline. Je sais que vous allez encore revenir pour d'autres messages. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je vous remercie tout d'abord pour cette confiance que vous ne cessez de renouveler à mon égard. Je pense que c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre. Et vous, à tout moment, vous êtes là pour me sortir de cette ombre-là, de cette timidité. Vous me donnez à chaque fois l'occasion de m'exprimer par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que je peux faire, ce que je peux faire davantage. Et je pense que par rapport aux auditeurs et aux téléspectateurs qui suivent Deadline, je pense qu'il ça vaut la peine d'encourager, de vous encourager, d'encourager votre magazine à continuer à faire ce que vous faites parce que vous nous aidez à nous exprimer, vous nous aidez à sortir ce que nous avons au fin fond de nous, à exprimer ce souci que nous avons de notre communauté, que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne nous connaissent pas, ils ne savent pas ce que nous faisons déjà et ce que nous avons l'ambition de faire. Alors je ne peux que remercier vous Symphoria, l'équipe qui vous accompagne, parce que vous êtes vraiment un des meilleurs sur cette scène publique qui nous permettent de travailler avec notre communauté. Et je pense que ceux qui ont l'occasion de vous suivre, de suivre votre magazine, que ce soit Genre et Volontariat ou Deadline que je découvre,
qu'ils vont comprendre le travail acharné que vous faites de communicateur et d'aider les gens à communiquer. C'est pas facile de s'exprimer de sortir au grand jour et de s'exprimer par rapport à ce qu'on est, et surtout de se faire accepter, que les gens acceptent que vous entriez dans leur foyer, hein, à travers les médias, surtout cela, parce que quand quelqu'un il peut zapper et dire oh mais c'est quoi ça encore, mais au moins je pense que ceux qui sont les assidus de Deadline, ils vont, de vos émissions, de vos magazines, ils vont continuer à vous suivre parce que ce sont des émissions de qualité et de valeur. Merci beaucoup. C'est par cette note positive que nous mettons terme à notre entretien de ce soir avec le docteur Janine Kimboko, candidat député provincial et national. À la Funa, il est candidat député national. À Kalamou, il est candidat provincial. Merci de nous suivre. Ciao, à la prochaine. On peut s'élever.